Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les ennemis du Cameroun, à toutes les communautés du Cameroun. Comme annoncé, ce soir, je me dois de vous faire une vidéo concernant la sortie récente de Mathias Eric Onanguini par rapport au fédéralisme communautaire de Cabral Liby. Il y a eu une émission dans une chaîne de télévision camerounaise et lors de cette émission, je dois le dire clairement, lors de cette émission, Mathias Eric Onanguini a, disons, mis tout en œuvre afin de démontrer que le fédéralisme communautaire de Cabral Liby était, il faut le dire clairement, une hérésie, une connerie même, il faut le dire. Cabral Liby n'a pas été convaincant. Donc, comme je le disais, avant de critiquer, il fallait d'abord savoir qu'est-ce qu'il y a dans le fédéralisme communautaire de Cabral Liby. Qu'est-ce qui implique, c'est quoi son fédéralisme communautaire? Personnellement, je n'ai pas encore pu acquérir un exemplaire du livre de Cabral Liby, de son fédéralisme communautaire, mais je ne peux me permettre de le critiquer puisque je ne sais pas quel est son contenu véritable. Mais si je m'en tiens aux déclarations de Mathias Eric Onanguini, le fédéralisme communautaire de Cabral Liby n'est rien d'autre que le libéralisme communautaire de Biapol. Voilà. Donc, voilà en réalité le thème de cette petite vidéo. C'est quoi le fédéralisme communautaire en réalité? C'est quoi le fédéralisme des peuples, le fédéralisme des peuples dont je parle souvent? C'est de ça qu'on va devoir parler. Donc, lors des déclarations de Mathias Eric Onanguini, on a constaté qu'il a fait part de sa peur, de la peur en réalité du régime de Yaoundé, de voir le Cameroun se diviser en plusieurs pays indépendants. Il nous a fait comprendre que le Cameroun est un pays, oui, l'Afrique en miniature, situé au cœur de l'Afrique avec un très grand nombre d'ethnies. Et raison pour laquelle le fédéralisme communautaire est impossible au Cameroun. Mathias Eric Onanguini nous a d'ailleurs fait comprendre également que c'est à dessein, c'est fait exprès qu'il n'y ait aucun département au Cameroun uniforme, de peur que, uniforme sur le plan, je vais dire, ethnique, de peur qu'il y ait des velléités d'indépendance. Donc voilà des arguments qu'on nous sort, voilà des raisons qui sont en réalité des raisons, je ne dirais même pas fallacieuses, mais je dirais plutôt, ce sont de fausses raisons. Ceux qui pensent que, parce que l'on mélange dans un même département plusieurs ethnies, on ne peut aboutir à une indépendance. Je leur dis, on ne peut aboutir à une indépendance d'un peuple. Je leur dis, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Ça, c'est le système français. C'est le système français. Les Français avec leur amour pour l'État unitaire. Vous avez tous ici entendu parler du jacobinisme français. Vous avez tous entendu parler du jacobinisme français, les jacobins. Et oui, leur amour pour l'État unitaire et il faut le dire, pour le centralisme, pour la centralisation du pouvoir. Ça, c'est français ça. C'est français. Et c'est ça, c'est donc cette école, c'est à l'école française que malheureusement, il faut le dire clairement, malheureusement, non seulement les dirigeants camerounais, mais également les soutiens
du régime de Yaoundé ont été formés. Ils réagissent exactement comme leur maître, il faut le dire. Ils réagissent comme leur maître. Notez qu'au Nigeria, le pays voisin, le Grand Nigeria, est la première puissance économique du Cameroun, un pays d'environ 200 millions d'habitants. Un pays d'environ 200 millions d'habitants. Avec, il faut le dire clairement, la meilleure économie d'Afrique. Imaginez-vous un pays de 200 millions d'habitants, plusieurs ethnies, plusieurs peuples. Imaginez-vous qu'un tel pays puisse vivre, malgré tout de façon, il faut le dire globalement, paisible, puisse progresser, puisse prospérer. Pourquoi? Il faut regarder dans l'histoire du Nigeria. Il faut regarder un peu à quoi a ressemblé la colonisation au Nigeria. C'était la colonisation britannique avec le indirect rule. Parce qu'il y avait deux formes, deux modèles de colonisation. Le indirect rule britannique et le direct rule français. Vous voyez, dans le direct rule français, et là on revient au jacobinisme français, tout est centralisé. Tout est centralisé. Et ce modèle de gouvernance et d'administration que la France prend dans tous les pays qu'elle a colonisés, même si officiellement le Cameroun n'a jamais été colonisé par la France. La France ne sait rien faire d'autre que cela. En France, on retrouve des préfets. La France est un État unitaire. Ils évoquent dans la Constitution française évoque le fait que la France soit un État unitaire et décentralisé. La Constitution française l'évoque, mais nulle part dans la Constitution française, véritablement, on ne précise qu'il y a tel nombre de régions et au-delà de préciser les régions qu'il y a, nulle part dans la Constitution française, on ne précise les compétences de ces régions. Ça veut dire que ces régions-là peuvent disparaître du jour au lendemain. Vous comprenez la différence? Avec leur histoire de décentralisation, on vous dit, bon, ok, c'est un État unitaire mais avec décentralisation, mais on ne vous précise pas le nombre de régions qu'il y a. Et on ne vous précise pas non plus quelles sont les compétences qui sont allouées à ces régions-là dans la Constitution. Ça veut dire que c'est l'État qui décide de cela. Vous comprenez ça? C'est un système assez malhonnête. Ça veut dire qu'on vous fait croire que vous avez un morceau de pain, mais c'est un morceau de pain qu'on peut vous enlever quand on veut. Il suffit que l'État se sente plus à l'aise avec ça et puis terminer. Donc je vais devoir revenir sur le fédéralisme communautaire. Je n'ai pas encore lu le livre de Cabral Libby. Il faut le dire, je n'ai pas encore lu le livre de Cabral Libby. Mais tout porte à croire que ce qu'il entend par fédéralisme communautaire est autre chose que ce qu'est véritablement le fédéralisme communautaire. Je l'ai dit en fonction des réactions captées ici et là, en fonction de la réaction de Mathias Eric Onangini, tout porte à croire qu'il s'agit plutôt du libéralisme communautaire. Mais moi, je vais donc vous expliquer ce que c'est que le fédéralisme communautaire véritablement. Moi, j'ai coutume de parler du fédéralisme des peuples. Pour certains, c'est du tribalisme, mais je leur dis non. Je leur dis non, ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est important. Je vais vous prendre quelques exemples déjà dans l'histoire de ce monde, quelques pays qui font usage de ce fédéralisme de peuples. Je vais vous dire pourquoi c'est important. Voyez-vous, même en France, il y a des problèmes. Vous voyez, il y a la Corse, les Corses en France. Il y a des problèmes. Mais c'est des zones à qui finalement la France accorde des statuts spéciaux. En France, il y a la principauté de Monaco. Hein. Il y a la principauté de Monaco. Mais la France refuse d'admettre certaines choses, de faire certaines choses. On a parlé là du jacobinisme français. Les Français ont ça dans le sang. Les Français ont ça dans le sang, État unitaire, centralisé. Les Français ont coutume de vouloir assimiler les autres peuples. Regardez ce que les Français ont fait au Sénégal à l'époque. Pendant la colonisation, le projet des Français, c'était carrément une assimilation des autres peuples.
Et même chez nous partout. On parle du jacobinisme, on veut centraliser. Le français souhaite que tout le monde lui ressemble. Le système français a quelque chose contre la différence. Puisque pourquoi centraliser? Pourquoi centraliser? Je dis même pendant la colonisation, on a vu, quand vous partez au Sénégal, il y a des zones sénégalaises qui étaient des zones françaises. Des zones françaises. Il y avait des sœurs et frères du Sénégal qui étaient considérés comme des Français. Qui étaient considérés comme des Français. Il fallait assimiler. 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 Donc il faut qu'on fasse très attention. L'État unitaire, il faut le dire clairement, l'État unitaire dans un pays multi-ethnique ne peut en aucun cas fonctionner. Dans un pays multi-ethnique, ou je dirais même multi-peuple, c'est-à-dire composé de plusieurs peuples, multicommunautaire, composé de plusieurs communautés à sa base, un État unitaire, centralisé, ou même entre guillemets décentralisé, sans précision explicite des compétences des différentes régions dans la Constitution, ne peut en aucun cas permettre le progrès d'un pays. Cela ne peut que conduire à des problèmes. Remarquez partout en Afrique où nous avons des États unitaires, Jusqu'ici, je parle bien des pays africains qui sont pour la plupart multi-ethniques, pratiquement tous multi-ethniques. Jusqu'ici, la forme de l'État unitaire, n'a que créé des problèmes. Même en Europe, des pays qui faisaient usage d'État unitaire ont dû décentraliser. Les pays multipeuples ou multi-ethniques de l'Europe qui ont eu à faire usage de l'État unitaire se sont retrouvés dans l'obligation de décentraliser véritablement. Ou, ça veut dire, donc d'accorder l'autonomie au peuple, aux différents peuples de ces pays-là. D'accorder une certaine autonomie. C'est à des degrés différents, mais il faut une autonomie à chaque peuple. Je vais vous prendre l'exemple de quelques pays, mais avant ça, il faut qu'on se dise la vérité. Je suis triste, mon cœur saigne, lorsque je constate qu'un peuple comme le peuple Bassa au Cameroun se retrouve dans au moins, ce peuple se retrouve dans au moins 3 régions du Cameroun. Le littoral, le centre, le sud. Au moins 3 régions du Cameroun. Est-ce normal? Pourquoi est-ce que ce peuple-là ne se trouve pas dans une région bien à elle, bien à lui? Cette communauté aurait mérité au moins un fief. Et chaque communauté au Cameroun mérite un fief. Chaque communauté au Cameroun mérite un fief. Ça veut dire une zone où on sait que cette zone-là est une zone où cette communauté est majoritaire. Chaque peuple mérite un fief. Et puisque nous parlons de fédéralisme, chaque peuple mérite un État. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans le peuple? Qu'est-ce qu'on met dans la communauté? Ça, il faut le définir, certes. On va voir par exemple Bamileke et Bamoun. Bamileke et Bamoun sont des peuples gracieux, il faut le dire clairement. Mais est-ce que le peuple Bamoun souhaite être dans un même État fédéré que le peuple Bamileke? Est-ce qu'il le souhaite? Non, il ne le souhaite pas. Il ne le souhaite pas. Je vais donc vous expliquer pourquoi l'État unitaire ne peut pas marcher dans les pays multi-ethniques, multi-peuples. Et je vais vous dire comment est-ce qu'il faut afin que l'État unitaire fonctionne dans ces pays-là. Comment est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire afin que l'État unitaire fonctionne dans ces pays-là? État unitaire centralisé ou même décentralisé. Afin que l'État unitaire centralisé comme ce que nous avons, parce qu'en Afrique, le pouvoir est centralisé de manière générale, d'une manière ou d'une autre, afin que l'État unitaire fonctionne
dans les pays multi-ethniques d'Afrique, voyez-vous, je vais vous le dire, il faut prendre des décisions fermes, radicales. Il faut exiger, je dis bien, il faut exiger, obliger les populations à faire des croisements. Vous comprenez ce que j'entends par croisement? Il faut exiger, il faut obliger le métissage. Il faut obliger le métissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut dorénavant que lorsqu'un individu arrive et montre qu'il est un individu, par exemple, d'origine bamileke. Moi, je suis bamileke. Ça veut dire que lorsque j'arrive là, je suis bamileke. On doit me dire, si j'ai une femme bamileke, alors je vais payer par exemple plus d'impôts. Donc, si un bamileke prend une femme bamileke, alors il paye plus d'impôts. Mais si un bamileke prend une femme originaire d'une autre communauté, alors, au lieu même de payer plus d'impôts, il va même recevoir de l'État, des subventions. Il faut qu'on se comprenne bien. Il faut donc obliger. Ça veut dire qu'il faudrait obliger le Bassa à prendre des femmes d'ailleurs pour obtenir même des subventions. Et faire les enfants bien évidemment avec elles. Il faudrait obliger le Boulou, Betty et Kam à prendre des femmes d'ailleurs et obtenir des subventions. Il faudrait mettre sur pied un système qui rend favorable un métissage avancé. Il faudrait mettre sur pied un système qui sanctionne de façon stratégique, mais ferme, ceux qui refusent le métissage. Il faudrait mettre sur pied un système qui sanctionne de façon catégorique ceux qui refusent le métissage. Ça veut dire si vous avez refusé le métissage, alors vous allez payer des impôts pour refus de métissage. Vous allez payer des impôts dans ce sens-là. Il faudrait même exiger, puisque une personne peut aimer, un bamileke peut aimer une femme bamileke. Si la femme qu'il aime, c'est une femme bamileke, il faudrait permettre à ce bamileke-là, au-delà de sa femme bamileke, de prendre une femme Bouloubeti et Kam, de prendre une femme Bassa, de prendre une femme Kidi, de prendre une femme Toupouri, de prendre une femme So. Bon, c'est des grâces filigranement, mais du côté anglophone, les So. Il faudrait obliger justement un Camerounais à prendre plusieurs femmes de différentes communautés et de faire des enfants avec ces femmes-là. Si on fait comme ça, si on oblige cela, ça veut dire, dorénavant, on doit se dire, un Camerounais doit avoir 5 femmes de 5 régions différentes. Et avec les 5 femmes, il a l'obligation de faire au moins un enfant. Voilà l'obligation de faire au moins un enfant. Alors on a la garantie que sur les... nous sommes 26 millions, 26 à 30 millions. Disons que sur 10 millions de Camerounais qui vont prendre femmes et qui vont prendre des femmes là, on a la garantie que les enfants qui en sortiront seront vraiment les enfants de ce métissage là. Ce sera vraiment ce Cameroun métissé. Vous voyez que c'est radical ça. Et il faudrait féliciter vraiment, ça c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on procède. C'est comme ça qu'on procède. Obliger le métissage. Mettre sur pied une politique qui encourage le métissage. Je dis bien mettre sur pied une politique encourageant le métissage. Mais il faut pour cela des moyens financiers.
également. Les moyens, il y en a en réalité pour faire ça. Mais maintenant, si on dit, ok, chaque homme doit prendre 5 épouses de 5 régions différentes. Mais il y a certaines femmes qui vont nous mettre le couteau à la gorge. Moi, je ne suis pas contre l'idée, hein. Mais il y a certaines femmes qui vont nous mettre le couteau à la gorge. Ce serait bien que chaque homme prenne une épouse de chaque région du Cameroun. Nous avons dit région. Qu'il faille au moins avoir une femme originaire du sud, une du centre, une du littoral, une du... Là, on va assister à la naissance d'un Cameroun mix, métissé. En moins de 20 ans, en moins de 20 ans, en moins de 20 ans, le Cameroun sera complètement métissé. Oui, parce que si on commence ça aujourd'hui, allez, on commence, les enfants, chaque Camerounais, chaque homme prend une femme de chaque région. Chaque homme a ses 10 femmes. Et il envoie les chantiers, il lance les chantiers. Chaque homme a ses 10 femmes, il lance les chantiers. Dans 10 ans, c'est propre, c'est terminé. Hein? Pendant 20 ans, c'est terminé. Les enfants qui sont nés de ces mariages-là, qui sont déjà mixtes, vont encore lancer les mélanges, prendre, c'est terminé. Mais voilà, il faut accompagner cela. Mais je vais vous dire maintenant quel serait l'inconvénient, le véritable inconvénient de cette idée-là. Quel serait le gros inconvénient de cette idée? Il faudrait prendre des dispositions afin que la culture originelle de chaque peuple ne s'éteigne pas, ne disparaisse pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Parce que la seule chose que nous avons, nous, Africains, il faut le dire, dans ce monde, notre seul héritage, notre véritable héritage, l'héritage qui nous vient de nos ancêtres, c'est ce qui nous reste de notre culture. Et il faut le dire, nous avons suffisamment perdu de notre culture. D'ailleurs, dans les musées européens, on retrouve suffisamment de statues, suffisamment de statues qui étaient en fait des objets de travail, comme le rappelait un de mes amis récemment, les statues qui étaient, un de mes amis congolais, les statues qu'on retrouve dans ces musées qui étaient en réalité des objets de travail. Nos statues, nos objets d'art se retrouvent dans des musées ici en réalité, en Europe. Ce qui est regrettable. Il faudrait donc qu'on prenne des dispositions afin que, par exemple, je suis bamileke, la culture bamileke ne disparaisse pas. Il faudrait qu'on prenne des dispositions afin que les crânes continuent, le culte des crânes continue d'être pratiqué. Ça veut dire qu'il faudrait toujours garder à l'esprit qu'il faut préserver également le sang pur de chaque peuple. Qu'il faut préserver la culture initiale de chaque peuple. Il faudrait garder ça à l'esprit. Il faudrait garder ça à l'esprit. Parce que si on perd nos cultures, si la culture bamileke est perdue, si la culture bamoun est perdue, si la culture des peuples du Nord est perdue, si la culture pygmée est perdue, alors nous avons vraiment perdu qui nous sommes. Oui, parce que nous pouvons bien faire le métissage et dire, allez, basta, toutes les cultures. Mais alors nous aurons perdu qui nous sommes. Je vais vous poser une question, quelle serait donc la différence entre nous? Quelle serait donc par la suite la différence entre nous et nos sœurs et frères noirs américains ou des Antilles qui sont partis d'Afrique? Quand vous partez par exemple en Guadeloupe et partout, ils ont le créole qui parle. Dans leur langue, on retrouve souvent des mots venus d'Afrique, dans leur créole. Mais ils ont perdu la base même de leur culture. Il y a un lien avec l'Afrique qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne peuvent plus faire. Oui, en Haïti, on retrouve encore le vaudou pur en Haïti, par exemple. On peut décider de métisser, il n'y a pas de problème, c'est une bonne chose. Mais il faut
garder ce que nous sommes. Le métissage ne doit pas être en réalité quelque chose qui va nous faire perdre l'essence même de notre culture. Oui, le métissage a son avantage. Mais qui sommes-nous? Avons-nous le droit de détruire nos cultures? Oui, le métissage c'est une bonne chose. Mais oui également, il faut prendre des dispositions afin que le métissage ne détruise pas nos cultures. Ne renvoie pas aux oubliettes nos cultures. J'en profite donc là pour féliciter le peuple bamileke. Pourquoi est-ce que je félicite le peuple bamileke à l'instant? Parce que depuis ma tendre enfance, j'ai eu à constater les foyers culturels des différents ethnies bamileke un peu partout à Iborova, où j'ai d'ailleurs eu le privilège de passer une bonne partie de mon enfance. Il y avait des foyers Banjoun, foyers Baham, foyers culturels, ceci. Voilà, c'est quelque chose de bien. Les langues maternelles ne doivent pas être oubliées. On ne peut pas se permettre de perdre même nos langues maternelles. Car dans chaque langue est caché les secrets de notre histoire. J'ai dit dans chaque langue se cachent les secrets de notre histoire. Et dans chaque langue, chez nous, en Afrique, les Blancs nous ont dit que nous n'avions pas d'écriture. Ils nous ont dit que nous ne faisions pas les mathématiques. Mais on sait tous bien que c'est au Congo qu'a été découvert l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, considérée comme la plus vieille calculatrice du monde, datant de plus de 20 000 ans. Je vais parler du cas du Cameroun. Mais il faut le dire clairement, nous avons eu des économies dans nos pays africains et qui parle économie, qui dit économie, parle de mathématiques, maîtrise des mathématiques. Qui parle de maîtrise des mathématiques parle également d'écriture. Et comment peut-on dire que nous n'avions pas d'écriture lorsqu'on nous fait en même temps comprendre que les premières peintures rupestres les plus anciennes se retrouvent en Afrique? Donc, je vais donc revenir vraiment sur ce problème d'État unitaire. Comment faire en sorte que l'État soit vraiment unifié? J'ai pris l'exemple, on peut exiger le métissage et je vous ai donné les limites également. Les limites également si on parvient à un métissage total. Est-ce que nous voulons perdre totalement nos cultures? Que pouvons-nous faire afin de ne pas les perdre? Il faut absolument qu'il y ait dans chaque culture des gardiens. Il faut qu'il y ait des gardiens. Et très souvent, ces gardiens de ces cultures-là doivent avoir plus ou moins le sang pur. Plus ou moins le sang pur, ou bien ils peuvent être des mélanges avec, des mélanges avec d'autres cultures, avec les familles peuvent être mélangées. On peut décider de faire comme ça se faisait ici en Europe au Moyen-Âge. Là où on devait se rendre compte que l'un des empereurs autrichiens ou bien de l'Autriche, un roi autrichien, devait épouser peut-être une princesse anglaise. Donc, vous allez remarquer qu'ici en Europe, lorsque vous regardez les multiples dynasties ici en Europe, vous allez remarquer que finalement, au niveau du sang, ces dynasties-là sont liées. Les dynasties d'Europe se sont presque toutes liées.
Et c'était comme ça, il fallait épouser une fille, peut-être un roi allemand, ou un roi d'un autre pays autrichien devait épouser une fille française, une petite princesse française afin d'éviter la guerre avec la France. Ça, ce sont des exemples que je prends comme ça. Donc l'État unitaire est possible seulement si et seulement si on met sur pied des dispositions afin que le métissage véritable chez nous au Cameroun soit une réalité dans maximum 20 ans. Moi, je vous ai dit comment il faut le faire. Exiger de chaque homme de prendre 10 femmes pour épouse. Donc, il faut financer cela. Il faut que, dorénavant, les hommes puissent avoir les meilleurs jobs, les meilleurs boulots, bien rémunérés. Que chaque homme puisse avoir 10 femmes pour épouse. D'ailleurs, ça va réduire, je dirais carrément, le nombre d'infidélités qu'on voit au Cameroun. Ou bien, je dirais, j'ai vu dans une boîte de nuit l'autre jour, carrément, j'ai été dégoûté de voir des gens coucher dans une boîte de nuit nue, faire l'amour, oui, nu, dans une boîte de nuit à Douala. Voyez à quel niveau le Cameroun est arrivé. Donc, autant mieux décider, voilà, on va exiger de chaque homme de prendre 10 épouses, et puis on met les moyens. Et dans 20 ans, on a un pays où personne n'osera plus prétendre être exclusivement originaire de tel endroit. On aura un pays mixte. Ça veut dire qu'on aura une nation, je suis Bamileke, mais ce sera une nation Bamileke, Boulou-Beti, Kansawa, Sawa, Bassa, Kidi, Fulbe, Nso et ceci. C'est possible. Mais il ne faut jamais oublier que notre culture est la plus grande des richesses que nous avons. Cette culture qui vient de très loin. Cette culture qui vient de très loin, des milliers et des milliers d'années. C'est notre dernier, ça veut dire, c'est notre dernier héritage. Et il faut protéger cette culture-là. Donc là, j'ai expliqué à peu près, voilà, j'ai expliqué à peu près pourquoi. J'ai expliqué à peu près pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible, pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de faire, d'avoir un État unitaire sans prendre certaines dispositions. Donc je vous ai dit, comment est-ce qu'il faut faire pour avoir un État unitaire? Et vous savez que vous voyez que c'est compliqué. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'un État unitaire ne peut pas être une démocratie? Je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas marcher. Un État unitaire centralisé, et même dans une certaine mesure parfois décentralisé. Ça dépend de ce qui est inscrit dans cette décentralisation. Lorsqu'un État unitaire est centralisé, alors que c'est un État multi-ethnique ou multi-peuple, il y a forcément des peuples qui vont se sentir, je dis bien, il y a forcément des peuples qui vont se sentir marginalisés. Il y a des peuples qui vont se sentir marginalisés. Puisque très souvent, même en cas de ce que j'appellerais démocratie, même en cas d'élection transparente, parce que ce n'est pas de la démocratie. L'élection transparente, je vais vous dire pourquoi. Les élections transparentes ne sont pas forcément de la démocratie. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, même en cas d'élection transparente, il y a des peuples qui se sentiront marginalisés. Et pourquoi est-ce qu'ils se sentiront marginalisés? Ils se sentiront marginalisés simplement parce que si on a par exemple un pays comme le Cameroun, je vais prendre un exemple, le Cameroun est constitué de deux peuples, les Bamileke et les Boulou-Beti-Ekan. Et que les Bamileke sont 60% de la population, les Boulou-Beti-Ekan 40% de la population. On risque donc de se retrouver dans une sorte de démocratie. On risque plutôt de se retrouver dans une dictature de la majorité, du peuple majoritaire sur le peuple minoritaire. Parce que, globalement, après chaque élection transparente, il est fort probable que, au moins, sur les 60% des Bamileke du pays, que 51% votent le candidat Bamileke. Du coup, on risque de se retrouver dans un système où le peuple Boulou-Beti-Ekan serait venu accompagner
le peuple bamileke. Puisque ce sont toujours les bamileke qui seront au pouvoir à ce moment-là. On parlera là de démocratie, mais non, ce n'est pas la démocratie. C'est plutôt la dictature. C'est un système qui cautionne la dictature d'un peuple sur un autre peuple. C'est ça qu'on assistera à ce moment-là. Et qu'est-ce que c'est que donc véritablement la démocratie? La démocratie est définie comme étant le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Lorsqu'on se retrouve dans un pays avec plusieurs peuples, j'ai pris un exemple restreint où j'ai dit, admettons que le Cameroun soit composé exclusivement de Bamileke et de Boubetieka. C'est déjà plusieurs. Et que les Bamileke soient plus nombreux, 60%. Est-ce que la démocratie, c'est le fait qu'un peuple, parce qu'il est plus nombreux, puisse dire oui, on vote tel, et les autres alors? À quel moment on prend alors en compte dans ce pays dit entre guillemets démocratique les vœux et les souhaits des autres, le peuple minoritaire? À quel moment prendre en compte le peuple minoritaire véritablement? Est-ce que parce qu'il y a... Est-ce que c'est normal que dans un tel pays, on se trouve dans une situation où le Bamileke est toujours le président de la République, puisque les Bamileke sont 60%? Non. Il faut prendre en compte les intérêts de chaque peuple. Donc la démocratie étant définie comme le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, dans un pays multipeuplé, peuplé de... Voilà, composé de plusieurs peuples, de plusieurs ennemis, il faut définir la démocratie différemment. Donc ce n'est pas seulement on ne peut plus parler de gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, puisqu'il y a plusieurs peuples. Il faut qu'on ait le gouvernement des peuples, par les peuples et pour les peuples. Voilà ce qu'il faut avoir. C'est ça la vraie démocratie dans un pays multi-ethnique. C'est le gouvernement des peuples, par les peuples et pour les peuples. Et c'est ça la nuance avec démocratie tout court, tout simplement. Parce que démocratie tout simplement, c'est défini pour un peuple, où il y a pour un peuple, pour un pays où le peuple est homogène. Mais dans les pays où les peuples ne sont pas homogènes, où il n'y a pas une homogénéité, il faut que ce soit le gouvernement des peuples, par les peuples et pour le peuple. Et c'est pour ça que le fédéralisme existe. Le fédéralisme définit en réalité comme étant l'unité dans la diversité. Le fédéralisme prend en compte le fédéralisme prend en compte la diversité. Le fédéralisme prend en compte la diversité. C'est important de le relever. C'est important de le souligner. Il prend en compte la diversité des peuples. Il faut que chaque peuple ait son mot à dire, et que je le dise ici d'ailleurs. Il faut que des personnes comme Onanguini l'écoutent. Il faut tuer le pouvoir du chef de l'État dans les pays africains. Puisque les pays africains sont multi-ethniques, les pays africains doivent être dirigés dans des systèmes d'États fédéraux par des conseils. Les gouvernements doivent être des conseils. Prenons l'exemple du cas suisse. En Suisse, ils ont le conseil fédéral. Donc, c'est le conseil fédéral qui dirige. Le conseil fédéral suisse est constitué de 7, je précise bien, de 7 personnes. Les membres du conseil fédéral, c'est le gouvernement suisse. 7 personnes. Et parmi ces 7 personnes-là, il y en a une personne qui joue le rôle de président de la République pour un mandat, pour une année. Et il faut encore préciser, parce que c'est ça qui est important pour l'Afrique.
Le Parlement en Afrique ne doit jamais, en aucun cas, être monocaméral, composé d'une seule chambre. Il doit être bicaméral absolument. Et ça ne doit pas être qu'une vue de l'esprit. Ça ne doit pas être une comédie. Ça ne doit pas être l'espèce de Sénat que nous avons au Cameroun. On sait comment les sénateurs sont nommés ou entre guillemets élus. Le Sénat représente les différents peuples d'un pays. C'est le cas aux États-Unis. C'est le cas en Suisse. C'est le cas en Allemagne. Le Parlement doit être bicaméral parce qu'il y a une chambre qui est très souvent ce qu'on appelle la chambre haute du Parlement. Cette chambre-là représente les différents peuples. Mais monsieur Onangini doit savoir ceci. Oui, monsieur Cabral Libi a parlé de département mono-ethnique. Mais ce n'est pas ça le plus important en fait. Le plus important, c'est de former des États qui rassemblent des peuples qui ont choisi de vivre également ensemble. D'ailleurs, de temps en temps, on assistait en Suisse à des cas où certains peuples ont décidé plutôt de changer carrément d'État, de canton, de se retrouver plutôt dans les cantons voisins. C'est de ça qu'il est question. Il faut d'abord rediviser le Cameroun en fonction des peuples. Regardez le Nord Cameroun qui était divisé n'importe comment. On a bien compris, d'après Onangini, monsieur Onangini, ces divisions-là ont été faites sciemment. C'est à juste titre, c'est à dessein, pardon, c'est à dessein qu'ils ont décidé de mélanger n'importe comment. Et ces mélanges-là créent des frustrations. J'ai deux questions à M. Onangini. Est-ce que M. Onangini ne comprend pas, ne sait pas que lorsqu'un peuple est dirigé par un préfet ou un sous-préfet venu d'ailleurs qui n'a aucune idée de sa culture, ça ne peut pas passer. Ça ne peut que créer des frustrations. Lorsqu'un préfet ou sous-préfet Bouloubeti Ekan vient commander à l'ouest du Cameroun, il ne s'y connaît pas avec la culture de ce peuple-là. Est-ce que ça peut marcher? Ça ne peut que créer des frustrations. C'est ce qui s'est passé dans le nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Dans le Nozo. On ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut le fédéralisme. Il faut accorder à chaque peuple son autonomie. Même en Espagne, les peuples ont une certaine autonomie. Une autonomie même. Mais regardez par exemple, en Espagne, ils ont plusieurs communautés. Ils appellent ça des communautés autonomes. Ils ont des communautés autonomes. Elles sont au nombre de 16 ou 17. Ils ont des communautés autonomes en Espagne. Le système espagnol s'appelle, ils appellent ça, l'Espagne est un État autonomique. L'Espagne n'est pas un État fédéral. Ce n'est pas du fédéralisme en Espagne. Mais c'est une large décentralisation. Mais c'est inscrit clairement dans la Constitution, pas seulement, dans la Constitution, ils n'ont pas seulement inscrit décentralisation, mais ils ont également inscrit les compétences des différentes communautés. Vous savez, c'est dans la Constitution, c'est clair et net qu'il y a telle communauté qui existe, plus les compétences. Et chaque communauté peut très souvent revendiquer plus certaines compétences déjà claires dans la Constitution, et chaque communauté peut très souvent revendiquer de nouveaux statuts. D'ailleurs, régulièrement, chaque communauté essaye de voir comment faire adopter
des nouveaux statuts. Donc même en Espagne, il y a une autonomie des peuples. Les Catalans, par exemple, en Espagne, c'est le cas. Pour ceux qui disent que c'est toujours communautaire. Avant de revenir sur le cas de l'Espagne, de l'Allemagne, pour parler de communauté, pour vous dire que le fédéralisme et même les décentralisations sont de manière générale communautaires. Donc, c'est des trucs que ça concerne les peuples à la base. Avant de raconter rapidement de quoi il s'agit, j'avais une autre question à M. Onanguini. Moi, j'ai constaté, M. Onanguini, que vous êtes prêt à massacrer tous nos sœurs et frères anglophones du Nozo pour l'intégrité territoriale du Cameroun. Pour l'intégrité territoriale du Cameroun. Vous êtes prêt à tuer tout le monde afin que le Cameroun reste ce qu'il est là, ce triangle-là. Mais lorsque vous aurez tué tout le monde, il restera qui? Probablement exclusivement votre ennemi, l'ennemi Bouloubéti, quand même si vous avez quelque part du sang bamileki dans les veines. Pensez-vous que ça vaut la peine de tuer tout le monde pour cela? Vous refusez le fédéralisme, vous dites que non, il faut passer par la décentralisation, monsieur Onanguini. Je vous ai suivi dire ça dans cette vidéo avec Cabral Libi. Mais vous parlez de décentralisation depuis 1996. Quand on parle de décentralisation, je dis bien 1996. Nous sommes en 2021. Il faut aller lentement. C'est dans un siècle que les choses vont se faire. Entre-temps, il y a des problèmes. Donc, vous êtes prêts à tuer tout le monde au lieu de régler le problème de fond. Pourquoi est-ce que d'autres sont mal à l'aise? Parce que d'autres peuples sont dominés par d'autres. J'ai toujours parlé de colonisation. D'ailleurs, j'ai toujours dit ceci, il y a une colonisation. Lorsque d'autres peuples dominent, lorsqu'il y a un peuple qui domine les autres, qui a le pouvoir, qui a le commandement, c'est une colonisation simplement. Et ça, c'est inadmissible. Un peuple ne peut pas coloniser les autres peuples. Ça ne peut que créer des problèmes. Ça ne peut que provoquer des envies d'indépendance. Si on se rend compte que le peuple Bouloubéti colonise carrément les autres peuples. On a vu là d'ailleurs Ernest Nana Obama dit qu'il a échoué un concours au Cameroun à cause de son nom Nana. Son nom Nana qui lui vient de ses origines bamileke également. Ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut plutôt se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire afin que chaque peuple se sente concerné dans la gestion de ce bien commun qui est notre pays. Et ça ne passe pas par un système unitaire. Il faut une certaine autonomie. On voit ça en Espagne. Certes, l'Espagne reste un État unitaire, mais c'est un État unitaire autonomique. C'est inscrit dans la Constitution. Ça veut dire qu'il y a plusieurs communautés. Et ces communautés-là, autonomes, sont inscrites. C'est marqué dans la Constitution. Et voilà quelles sont les compétences de base. Dans la Constitution, ce n'est pas juste une vue de l'esprit. Ce n'est pas une comédie. Donc, monsieur Onanguini, vous-même, vous êtes conscient du fait que le nom Cameroun, qui signifie crevette, nous a été donné par les Portugais à la base au XVe siècle. Rio dos Camaroes, le fleuve Ouvry, rivière pleine de crevettes, rivière de crevettes. Par la suite, les Allemands ont décidé en 1884 de nous donner le nom Cameroun. Crevette, tout simplement. Même pas Cameroun River, mais crevette, tout simplement. On aurait pu accepter encore rivière de crevettes. Mais Cameroun River, ou plutôt, mais c'est crevette. Donc le nom Cameroun déjà, qui vient des colons blancs européens, ça c'est le nom de notre pays. Ensuite,
Notre pays, le Cameroun, a été créé par les colons blancs européens, comme presque tous les pays d'Afrique, particulièrement ceux au sud du Sahara, excepté l'Éthiopie. Créé par les colons blancs européens. Oui. Raison pour laquelle nos pays sont tous multi-ethniques. Les colons blancs européens ont décidé de mettre dans des pays des peuples distincts. Ils savaient que ça allait créer problème. Ils savaient que sans le fédéralisme, d'ailleurs ils utilisent le fédéralisme en Europe, je vais vous expliquer d'ailleurs l'histoire du fédéralisme. Ils savaient que sans ça, ça devait être compliqué. Donc on doit déjà comprendre une chose à la base. Nos pays ont été créés avec dès la base un problème. C'est ainsi que on va retrouver les Ekans au Gabon, en Guinée équatoriale. Pourquoi n'y a-t-il pas eu simplement un pays Ekan? Avant en Afrique, il y avait des royaumes. Et je vais prendre l'exemple du royaume du Congo, par exemple. Je vais prendre l'exemple du royaume du Congo. Le royaume du Mali, il y avait des royaumes. Et les empires, l'empire du Mali. Bon, lorsqu'on parle d'empire, oui, il y a eu conquête. Par exemple, voilà, là, il y a eu conquête. Mais le Cameroun a été créé par des Blancs. Est-ce qu'on doit donc tuer d'autres Camerounais, les filles et fils des autres communautés, juste pour que ce triangle-là reste comme il est? On doit dialoguer. On doit dialoguer. Et c'est ce que nos sœurs et frères anglophones demandaient dès la base. Oui, vous, Mathias et Onangini, vous les avez fait tuer. D'ailleurs, ils sont encore très nombreux en prison, des milliers en prison. Le président Sissoko Ayub Tabé en prison. Vous les avez fait tuer pour leurs revendications légitimes. Chaque peuple a droit à une forme d'autonomie. Il ne faut pas avoir peur de cette autonomie-là. Cela ne peut pas provoquer, la division d'un pays si certaines choses sont respectées. Certains ont peur du fédéralisme parce qu'ils ont l'expression que certaines zones seront moins développées que d'autres, mais c'est faux. Prenons l'exemple de l'Allemagne. En Allemagne, l'Allemagne est une république fédérale. Mais n'oublions pas que dans la constitution de l'Allemagne, la constitution fédérale allemande, il y a un passage qui stipule que il y a une certaine obligation pour l'État fédéral, donc pour tous les autres États, d'aider les États qui sont en arrière. Parce qu'il faut que tout le monde avance. Si un État est plus riche, alors cet État-là va fournir une aide afin que l'État le plus pauvre puisse monter, puisse avancer. C'est comme ça que ça se passe. Donc il y aura un pourcentage pour une aide pour que l'État le plus pauvre avance. C'est ça le fédéralisme, parce que le fédéralisme, c'est il faut également que tout le monde avance. Certes, tous les États n'auront pas forcément le même niveau, mais il y a des mécanismes qui permettent en fait à tous les États d'avancer, sans compter qu'il y a une certaine concurrence entre États. J'ai vu certains d'ailleurs dire que le fédéralisme est territorial. Le fédéralisme, à sa base, n'a jamais un territorial. Le fédéralisme est toujours communautaire. C'est toujours un fédéralisme de peuple. En revenant sur l'histoire de ce monde, ou bien parlons de quelques pays qui font usage du fédéralisme comme forme de l'État. La Suisse, petit pays de 8 à 9 millions d'habitants, un État fédéral avec 26 cantons, parmi lesquels 2 demi-cantons, voilà. Donc, l'origine du fédéralisme suisse, ça c'est quand même, il faut le dire, probablement l'un des fédéralismes les plus anciens. C'est 1291, date de la signature du pacte fédéral par 3 cantons, par 3 cantons primaires. Voilà, 3 petits cantons. En Suisse, les cantons, ils appellent les États. Les cantons, ce sont des petites communautés en fait. 3 petits cantons décident de signer le pacte fédéral. Le canton d'Uri,
Uri, je dis Uri, en français je dirais Uri. C'est en allemand que c'est Uri parce que le U en allemand c'est ou. Voilà, donc Uri, il y a le canton de Schweiz. C'est ce canton-là qui donne son nom à la Suisse parce que le nom de la Suisse en allemand, et même vous allez voir, quand on dit en anglais Switzerland, en allemand c'est Schweiz. Parce que ces cantons étaient des cantons, c'était des communautés en fait germaniques, il faut le dire. Donc j'ai précisé, il y a Uri, il y a Schweiz, et il y a le canton de Nidwald. D'autres l'appellent Unterwald, mais c'est Nidwald. Donc, vous voyez, il y a ces trois cantons-là, ces trois communautés-là qui décident de signer le pacte fédéral. C'était en 1291 précisément. Début août 1291. Ils signent le pacte fédéral. Et pourquoi signent-ils le pacte fédéral? Pourquoi est-ce que ces communautés-là signent le pacte fédéral? Ces communautés signent le pacte fédéral parce qu'elles ont peur d'être assimilées, d'être assujetties. Elles ont peur d'être assujetties par la dynastie autrichienne des Habsbourg. Oui, elles ont peur d'être assujetties par la dynastie autrichienne des Habsbourg. Donc les monarques d'Autriche qui étaient un peu trop belliqueux à cette époque-là. Alors ces trois cantons, les paysans de ces cantons s'unissent, signent un pacte de défense mutuelle. C'est ça la base. Alors ces cantons, ces comités s'associent pour se défendre mutuellement contre les attaques extérieures, les attaques de la dynastie autrichienne des Habsbourg. Voilà donc la base même. Voilà donc l'origine de la naissance de la Confédération suisse. Ce sont des communautés qui s'associent. Et vous voyez le problème que nous avons en Afrique chez nous? Nos communautés, nos peuples ne se sont pas associés. Nos peuples ont été forcés par des forces extérieures à vivre ensemble. Maintenant, nous devons de réfléchir comment faire en sorte que ce vivre ensemble soit possible. Nous avons été forcés à vivre ensemble. C'est comme un mariage forcé. Alors comment faire? Avant l'arrivée des colons blancs, nos peuples, prenons l'exemple du Cameroun, les peuples vivaient quasiment paisiblement. Certes, il y avait de temps en temps des petites guerres et tout, mais il n'y avait pas un peuple qui dominait l'autre. Hein? Il n'y avait pas de peuple qui dominait vraiment. Il y avait souvent des guerres, il faut le dire, mais il n'y avait pas un peuple qui dominait les autres. Donc, on est dans un mariage forcé, il faut donc apprendre à vivre ensemble. Il faut prendre les décisions afin que chacun soit à l'aise. S'il y a un peuple qui domine les autres, il y aura toujours problème. Il y aura toujours problème. C'est ainsi qu'en Suisse, on a le fédéralisme. Oui, donc après le pacte fédéral signé par ces trois cantons, d'autres communautés s'y sont ajoutées. D'autres communautés ont intégré la confédération petit à petit. C'est comme ça que ça s'est passé. En Allemagne également, c'est toujours un fédéralisme communautaire. Parce que pour ceux qui ne savent pas, les 16 États de la République fédérale d'Allemagne tirent leur origine, ces 16 États-là tirent leur origine de... Voilà, ces 16 États tirent leur origine du royaume de l'Empire germanique. L'Empire germanique de 1871 à 1900, voilà, à 1918. Donc fin de la Première Guerre mondiale. Donc l'Empire germanique avait comme empereur, premier empereur, l'empereur Guillaume I, qui était le monarque de la Prusse. La Prusse qui était en réalité le plus grand royaume de l'Empire germanique. Et je précise bien, l'Empire germanique évidemment, bon, l'Empire germanique était constitué de 25 royaumes. Il était constitué de 25 royaumes. Ces 25 royaumes-là venaient tous pour la plupart, avaient été tous pour la plupart membres de l'ancienne confédération germanique du Nord, la confédération
germanique du Nord. Donc voilà, donc ces 16 États fédérés de l'Allemagne tirent leur origine de ces 25 royaumes de l'Empire germanique. Parce que peut-être pour certains qui ne savent pas, il faut peut-être encore préciser qu'un empire est en réalité constitué de plusieurs royaumes. Donc même lorsqu'on vous parle de l'Empire du Mali, c'était constitué de plusieurs royaumes. L'Empire du Congo, c'est la même chose. Plusieurs petits royaumes. Un empire est composé de plusieurs royaumes. Et dans le cas de l'Empire germanique, le royaume Prusse était le royaume le plus puissant et le plus vaste. C'est la raison pour laquelle l'empereur de l'Empire germanique était Prusse, Guillaume I. Vous voyez, c'est un ensemble de royaumes, donc de communautés. C'était 25 royaumes. Donc les 16 États actuellement tirent l'origine de ces 25 royaumes-là. Et le royaume le plus puissant qui était le royaume Prusse, une bonne partie de ce royaume a été, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque il faut le dire, le côté Prusse a toujours été, c'était les plus grands, a toujours produit les plus grands guerriers de l'Allemagne. Donc une bonne partie de ce royaume-là, le royaume Prusse, a été balancé du côté de la Pologne. Lorsque vous êtes à Berlin, tout près de Berlin, Brandenburg, il y a l'état de Brandenburg qui est l'un des derniers. Il n'y a plus que 2 États en Allemagne, 2 États fédérés qui tirent l'origine du royaume Prusse. Ils avaient divisé, ils avaient sectionné ça, ils ont envoyé une bonne partie du côté de la Pologne. Mais sinon, les 16 États de l'Allemagne, c'est... L'origine, ce sont les anciens royaumes. 25 royaumes de l'Empire germanique. Vous voyez que c'est toujours des communautés. C'est toujours des communautés. Donc c'était 25 royaumes qui s'étaient associés, avaient accepté, ok, nous restons ensemble. Ils restent ensemble pour être plus forts. Mais rester ensemble pour être plus fort n'implique pas renoncer à son autonomie totale. Il y a maintenant des choses qui... il y a des choses auxquelles on renonce. L'Autriche, par exemple, n'avait pas accepté d'entrer dans l'Empire germanique parce que l'Autriche était très puissante sur le plan diplomatique aussi. Et avait aussi sa puissance. Elle n'avait pas besoin de faire partie d'un empire germanique ou dans un empire où finalement c'est la diplomatie est centralisée. L'Autriche voulait garder le contrôle sur sa diplomatie, par exemple. Donc dans un État fédéral, on va toujours constater que bon, ok, la diplomatie elle est centralisée, c'est l'État fédéral qui s'occupe de la diplomatie, la monnaie c'est l'État fédéral, la défense c'est l'État fédéral. Il y a des éléments comme cela. Donc là je vais parler de ces cas, je vais parler encore du fédéralisme belge. Le fédéralisme belge c'est toujours une histoire de communauté. Il y a les Flamands et les Wallons. Même s'il y a également un État mixte, Bruxelles, ce qu'ils ont appelé l'État, la région de Bruxelles, voilà, Bruxelles-Ville, voilà. Mais c'est toujours une histoire de communauté. C'est toujours une histoire de communauté et ça c'est important de prendre ça en compte. On ne peut pas être dans un pays et on fait semblant. On fait comme si les communautés, les ennemis n'existaient pas. Mais je vais vous poser une question pour finir. Imaginez-vous, nous sommes là dans un... Imaginez-vous, nous sommes par exemple en polygamie. Un père, il a plusieurs femmes. Il a 3 femmes. La première femme a 10 enfants. La deuxième femme en a 6. La troisième, 3. Il décide que chaque semaine, voilà, j'ai dit la première en a 10. Voilà, la première en a 10. La deuxième 6, la troisième 3. Et il décide que chaque semaine, il va organiser une élection entre les enfants. Et les enfants vont dire, les enfants vont décider qui doit recevoir l'argent de la ration pour toute la famille. Il dit que c'est la démocratie, que tous les enfants vont voter. Mais il est évident que les 10 enfants de la première femme vont toujours voter leur maman pour avoir la ration. Et les enfants des 2 autres femmes, puisqu'il
ils ne sont que 9. Additionnés, ils ne sont que 9, puisque la deuxième femme en a 6, la troisième 3. Ils ne pourront jamais gagner une élection. Est-ce que ça, c'est de la démocratie? Non. Puisque ça ne prend pas en compte les enfants de chaque maman. En fait, c'est un système qui prend en compte exclusivement les enfants de la première maman. C'est pour ça que je vous ai dit, la démocratie n'est pas forcément, ce n'est pas forcément une élection transparente. La démocratie, c'est un système. C'est prendre en compte toutes les parties prenantes. C'est prendre en compte toutes les entités. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des parlements monocaméral. Le parlement doit être bicaméral. Dans une famille polygamique comme celle-là, il faut qu'il y ait non seulement la représentation de tous les enfants du papa, mais il faut également qu'il y ait la représentation de chaque maman. Il faut également qu'il y ait la représentation de chaque maman, afin que les choses se fassent dans l'ordre. Par exemple, dans un système comme celui-là, il pourrait être décidé que la gestion de la ration doit se faire dans un conseil. Ça veut dire que les 3 femmes doivent gérer à la fois la ration. Le conseil des femmes pour gérer la ration. Parce qu'il faut intégrer tout le monde. Si vous n'intégrez pas tout le monde, alors il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Donc, pour ce soir, je vous remercie. Je pense avoir été assez clair concernant le fédéralisme des peuples, l'urgence, même la nécessité même d'introduire le fédéralisme chez nous, le fédéralisme des peuples chez nous. Il faut que chaque peuple ait son mot à dire. Il faut que chaque peuple ait sa représentation au Parlement. Il faut que l'autonomie de chaque peuple soit définie dans la Constitution. C'est pour ça qu'on parle de fédéralisme. Contrairement à la décentralisation, on peut vous dire que c'est décentralisé, mais rien n'est inscrit dans la Constitution. Ça veut dire, la Constitution peut dire qu'il y a décentralisation, mais on ne vous dit pas aussi explicitement dans la Constitution qu'il y a telle communauté, telle communauté, telle communauté, on ne vous le dit pas. Et on ne vous passe pas non plus, on ne vous passe pas non plus les, on appelle ça comment? On ne vous parle pas non plus dans la Constitution des compétences de chaque communauté. Ça veut dire que l'État central peut à tout moment les retirer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée.